Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des forums France-Inde. Les forums France-Inde qui sont dédiés aux échanges culturels entre l'Inde et la France. Le numéro de ce soir traitera des villes indiennes de Ranipet à Mumbai. Je m'appelle Pierre Kirk-Jensen, je suis urbaniste, je travaille au sein du bureau d'études AREP, le groupe AREP, sur des sujets alliant urbanisme et mobilité. Je travaille beaucoup à Dakar au Sénégal ces temps-ci, mais aussi à Paris et en région. J'ai pu travailler sur des projets urbains en Inde, sur le métro d'Ahmedabad notamment, mais aussi à Bombay avec l'agence d'urbanisme Urbs Mumbai, Bombay où j'ai vécu du coup, et où j'ai pu renforcer des liens que j'ai avec l'Inde, puisque si mon nom est danois, ma famille maternelle est aussi en partie tamoule, de Pondichéry et de Karikal. Donc, sans plus attendre, nous traitons ce soir donc de la ville indienne, sur l'Inde, ce vaste pays, le pays le plus peuplé au monde, qui a la particularité, cette singularité même, d'être un pays essentiellement rural, puisque 70% de sa population est encore considérée comme rurale, et qui pourtant est le socle d'un fait urbain tout à fait important. L'Inde est un pays de mégapoles, un pays constellé de nombreux centres urbains, plus ou moins anciens, plus ou moins développés. Donc, à l'image de ce pays continent, la ville indienne est faite de nombreuses réalités. C'est une ville historique, à l'image de Mohenjo-Daro, berceau de la civilisation de l'Indus et un des premiers centres urbains de l'humanité. La ville indienne est aussi culturelle, comme peuvent l'être les villes-temples dravidiennes du sud de l'Inde, qui sont millénaires. Elle peut être aussi impériale et métissée. Delhi est un bon exemple, capitale d'un sultanat, puis de l'empire moghol des descendants de Genghis Khan. L'anglo-britannique Calcutta, capitale éphémère d'un empire britannique colonial. Ou Pondichéry, tout à fait tamoule, mais un petit peu française et un petit peu vietnamienne même, une ville créole. Donc la ville indienne possède plusieurs formes, elle est multiforme. Elle est magnifique, elle est chaotique, elle est pleine de vie, elle est polluée. À Mumbai, les plus chics quartiers art déco côtoient les plus denses bidonvilles, tout cela surplombé aussi de tours de verre et d'acier. Et à propos de Mumbai, anciennement Bombay, l'écrivain Vais Naipaul nous décrivait son arrivée dans cette ville. Donc l'écrivain Vais Naipaul, trinidien d'origine indienne, nous racontait que Bombay continuait à se définir. Des appartements de part et d'autre de la route, des immeubles en béton moisis aux étages supérieurs par le climat de Bombay. L'excès de soleil, de pluie, des chaleurs, noirâtres aux étages inférieurs, comme salis par la foule au niveau du trottoir. La crasse humaine paraissait gagner vers le haut et laisser ses marques successives, comme la marée en montant à la rencontre du moisi. Bon, portrait assez dur, assez prenant de Bombay. La ville indienne ne laisse pas indifférent pour les Indiens, mais aussi pour les étrangers. Pour parler de cette réalité, de cette multiréalité, nous avons choisi de présenter la ville indienne sous le prisme de quatre grandes thématiques. On se demandera premièrement quelle est la singularité de la ville indienne, comment l'Inde rurale s'exprime dans les plus grandes mégapoles, comment vit-on dans les villes indiennes, quelle est cette réalité pour quelqu'un qui a 20 ans, par exemple, dans les villes indiennes, et enfin comment les villes indiennes abordent leur relation avec leur environnement, jusqu'à leur capacité de résilience, s'ils en ont, avec le réchauffement climatique, le changement climatique. Donc, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'être rejoints par trois académiciennes et praticiennes, Kamala Marius, Emmanuel Rombach et Marie-Caroline Saglio. Et mais bien sans plus attendre, je vais présenter Kamala Marius. Donc, Kamala Marius, vous êtes géographe, maîtresse de conférences à l'Université de Bordeaux-Montaigne, chargée de cours à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et aussi de Strasbourg. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut français de Pondichéry et vous êtes aussi d'origine indienne. Vous êtes française, un peu indienne, totalement indienne. Je ne peux pas dire votre place. Vous avez publié des ouvrages comme Les inégalités de genre en Inde, récemment aux éditions Cartala, mais aussi L'Inde, une puissance vulnérable. Donc, Kamala Marius, je voulais vous demander quelle était votre ville préférée,
Nous en avions parlé récemment et c'était peut-être sans surprise la ville où vous avez le plus d'attaches familiales, sentimentales, la ville où vous avez vécu peut-être le plus de choses, qui est Pondichéry. Une ville magnifique, Ma ville. superbe. Ensuite, nous avons Emmanuel Romba, architecte diplômé d'État. Euh, Vous êtes associé de l'agence G à Strasbourg et vous êtes aussi signante à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg depuis 2006. Vous avez développé des échanges avec votre avec l'Université d'architecture de Bombay, et vous avez développé du coup des liens assez forts entre les étudiants indiens et français. Emmanuel, je vais vous poser les mêmes questions. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la ville indienne en un mot? Alors, je ne connais pas toutes les villes indiennes, mais les villes indiennes que j'ai eu la chance de découvrir, pour moi, se caractérisent par leur intensité et leur dynamisme. Ouais. Et quelle ville Alors, préférée? je vais dire Mumbai, Bombay. Ouais. Bon, ça tombe bien, on va en parler de Mumbai. Et enfin, nous avons Marie-Caroline Saglio, anthropologue et psychologue, professeure en anthropologie à l'INALCO, psychologue clinicienne au Centre national de psychotraumatisme de Paris-Nord. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, mais citons notamment un ouvrage en anglais, Dharavi from a Megaslum to an Urban Paradigm, et Intouchable, des bidonvilles des travailleurs du cuir. Et enfin, c'est très intéressant, un roman qui est paru l'année dernière, Bombay, une série d'histoires vraies, romancées. Bonsoir Marie-Caroline, est-ce que je peux vous poser les mêmes questions? Un sentiment sur la ville indienne, un mot? Bonsoir Pierre, merci de cette invitation. J'ai une passion pour les villes de la région du centre, hein, du Décan, autrement dit Pune et Bombay, dans lesquelles j'ai habité. Et pourtant, ce sont un petit peu des villes contraires, on va dire. Et si je devais résumer, peut-être Bombay pour moi, qui est donc la ville héroïne de ce roman, hein. Ouais, Eh bien, je reprendrai l'image de Henri Michaud lorsqu'il parle du continent insatiable. Pour moi, Bombay, c'est la ville insatiable. très intéressant. Bon, on va parler de tout ça. Et sans plus attendre, on va commencer sur notre première partie. Je vais laisser la parole à nos intervenantes. Euh, Ouvrons sur ce qui fait la singularité de la ville indienne. Kamala, comme vous l'avez dit, vous êtes académicienne, vous êtes aussi pondichérienne d'origine, vous avez votre point de vue scientifique et sensible. Est-ce que vous pouvez nous parler de la ville indienne, de sa singularité? Oui, j'ai envie de dire tout d'abord, finalement, on a l'impression que l'Inde est très rurale, mais en fait, elle s'urbanise extrêmement vite, surtout depuis le tournant de la libéralisation économique des années 90-2000, où là, on assiste à une accélération en fait de l'urbanisation, une transition urbaine beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que 45% de la population active est toujours en milieu rural, hein, travaille toujours dans le monde rural, mais c'est une tradition et je pense que même malgré la modernisation, la mécanisation, on a une population rurale encore importante et surtout une population active, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans nos pays du Nord, hein, si on veut comparer. Et donc, depuis le tournant de ces années 90-2000, les villes sont devenues vraiment le moteur de la croissance économique. Et on l'a vu à travers plusieurs programmes. D'abord, c'était le Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission en 2005 avec Manmohan Singh et après en 2015 avec Modi, avec ses fameuses 100 Smart Cities. Et voilà ce qu'on peut dire. Cependant, c'est vrai que c'était l'un des 650 000 villages, mais depuis le dernier recensement qui date de 2011, on attend toujours le prochain, hein, puisque ces recensements ont lieu tous les 10 ans, depuis 1872. Ça date des Anglais, d'ailleurs, c'est un peu eux qui ont peut-être donné forme à ces formes urbaines en disant ce qui était urbain ou pas urbain. Il n'empêche que au dernier recensement de 2011, on avait 53 villes millionnaires. Je pense qu'on en a peut-être presque une centaine aujourd'hui, si on tient compte à la fois je dirais, du recensement officiel, mais aussi de l'étendue du bâti. Hein, parce que finalement, D'accord. ce qui est intéressant en Inde, on le voit avec Mumbai, même si Mumbai est contraint, comme vous allez le voir, mais dans pas mal de villes, Delhi par exemple, c'est étalé de manière très impressionnante. Donc si on prend en compte comment
En France, par exemple, de la continuité du bâti, on n'a plus du tout la même vision de l'urbain, hein. L'urbanisation est beaucoup plus importante. Et effectivement, officiellement, on dit qu'il y a à peu près 500 millions d'urbains en Inde, mais à mon avis, si on prend la manière dont nous, on a travaillé avec des collègues du CNRS sur une base de données, on est sans doute aujourd'hui à 600 ou 700 millions, presque à 45-50%, puisque déjà avec nos travaux, on avait montré un peu cette urbanisation très importante. Ce qui nous avait frappé en croisant justement les données du recensement et Google Earth, tout simplement, hein, donc c'est facile avec Google Earth, vous pouvez dessiner la continuité du bâti. Ben, on s'est rendu compte, d'une part, effectivement, on parle toujours des mégapoles, hein, ça c'est sûr, de ces villes que vous voyez sur la carte, Mumbai, Delhi, Calcutta, aujourd'hui Hyderabad, Chennai, Bengaluru, mais en fait, il y a aussi l'émergence de toutes ces petites agglomérations, hein, de 10 000 habitants et au-delà, qui est massive si on tient compte de cette continuité du bâti, parce qu'il y a tous les villages qui sont englobés. Et en fait, on a l'urbain et le rural, c'est difficile de faire une coupure entre l'urbain et le rural. C'est la spécificité de l'Inde, mais aussi d'autres pays asiatiques, hein. On voit bien cette continuité. On parlait de Desakota, c'était un collègue géographe qui parlait de ça pour parler de l'Indonésie. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire très très rapidement, hein, sur cette urbanisation qui est beaucoup plus importante si on tient compte de ça, hein, notre base de données, hein, que vous avez vu là. Et le problème, c'est qu'en Inde, on a des définitions très particulières, hein, de la ville. Il faut qu'il y ait que 75% de la population active masculine ne soit pas dans le milieu agricole. Il faut qu'il y ait au moins 400 habitants kilomètre carré. Donc voilà, il y a plusieurs conditions qui font qu'effectivement, on a un taux d'urbanisation très bas, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les pays émergents qu'on connaît, le Brésil, etc., la Chine, où les taux d'urbanisation sont largement au-dessus de 50% aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu dire par rapport à ces villes indiennes. Donc, on a une très grande diversité de paysages urbains, hein. Donc, comme je disais, cette émergence massive de ces agglomérations, une grande diversité de villes, comme je disais en introduction. Et on a l'impact des villes précoloniales, hein, comme tu as dit, Delhi, Hyderabad, etc. Des villes plutôt qui datent des Mongols, enfin qui sont développées à l'époque des Mongols, comme on a des villes liées justement au fameux comptoir lié à la Compagnie des Indes, française pour Pondichéry notamment, et les quatre autres comptoirs, anglaise avec Chennai, c'était Madras, c'était Bombay, Mumbai aujourd'hui, Calcutta, aujourd'hui Kolkata, hein. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut dire un petit peu. Et aujourd'hui, on a une grande diversité, ce qu'on voit à travers l'exemple de Mumbai et Chennai, etc., où on a à la fois des quartiers anciens, traditionnels, coloniaux, l'héritage colonial. On a aujourd'hui toutes ces villes nouvelles, hein, notamment ces high-tech cities que vous avez Ouais. appelées à Mumbai, à Chennai, etc. Et vous Justement, je voulais vous demander, sur la high-tech city, l'Inde a un poids maintenant très fort sur les technologies nouvelles. Est-ce que ça a changé quelque chose en Inde? Est-ce que ça change quelque chose aussi sur la forme avez... urbaine? Ah oui, complètement. Ah, c'est sûr qu'on a vraiment ces high-tech cities, un peu comme on va à Hyderabad, à Chennai, pour les villes que je connais bien pour y avoir travaillé, où on voit vraiment ces villes, on se demande où on est, si on est à Singapour ou si on est bien en Inde, parce que c'est Ouais. vraiment des quartiers complètement différents, avec une classe moyenne plus, et très aisée, hein, qui achète des appartements dans les condominiums. On a des gated communities où finalement on a tout à l'intérieur, donc on vit, c'est l'entre-soi complet, hein. Donc, Et et c'est- en même temps, vous avez tous les saisonniers ou les gens qui travaillent dans ces gated communities, qui vivent pas très loin, soit dans des habitats précaires et qui viennent tous les jours travailler, notamment des femmes, hein. Voilà, donc Est-ce ça. que du coup, cette nouvelle ville indienne est presque américaine? Bah, certains quartiers, oui. Ouais. Certains quartiers, oui. Je l'ai bien vu, surtout à Hyderabad, à Chennai aussi, dans le IT Corridor, hein. On voit bien, c'était une volonté, en fait, dans les années 90, 80-90, une volonté, effectivement, de décongestionner au départ les villes, hein. On avait dit, bah, on va construire des nouvelles villes à l'extérieur. Et par la suite, finalement, comme ces villes, finalement, n'étaient pas très
C'était des sortes de villes dortoirs. Par la suite, il y a eu finalement l'arrivée des zones économiques spéciales qui ont permis finalement aux étrangers de délocaliser et d'avoir. C'est ainsi qu'on a beaucoup de zones économiques spéciales en Inde et où les entreprises étrangères que vous connaissez bien, pour le cas de Chennai ou Hyderabad, vous avez Amazon, c'est le plus grand campus d'Amazon qui est à Hyderabad, par exemple. Voilà, donc toutes ces grandes compagnies internationales, multinationales se sont installées là avec tous les avantages, des avantages fiscaux extrêmement importants. Et donc, ça, effectivement, ça a créé de l'emploi d'une certaine manière, mais pas des emplois forcément qualifiés. C'est pour ça qu'on a Ouais, pas ouais, des ça transforme les pays. Bah, voilà. j'ai passé la parole à Marie-Caroline, parce que Marie-Caroline, vous avez une expérience de l'Inde aussi vous connaissez l'Inde depuis les années 90, si je ne me trompe pas, depuis presque 30 ans. Qu'est-ce qui a fait qui a créé cette relation? Qu'est-ce que vous avez trouvé en Inde qui vous a plu? Alors, j'étais passionnée par ce que disait Kamala, qui effectivement, qui a rappelé l'importance de cette croissance urbaine avec des villes qui se sont modifiées en 30 ans et où sont apparus des nouveaux modèles, hein, la question des gated communities. Alors, une ville moi, que j'ai vue se transformer, c'est la fastest Indian growing city, hein, qui est Pune. Qui est donc cette ville qui respire l'histoire marathe, qui respire l'histoire d'un Shivaji, de l'opposition d'abord aux Moghols, puis l'histoire donc à 200 kilomètres au sud de Bombay pour ceux qui voudraient Ouais, la repérer sur la carte, qui repère ensuite toute cette front de lutte des grands nationalistes, Tilak et autres, aux Anglais. Enfin, c'est une ville qui respire l'histoire et qui en même temps, donc une ville d'héritage, comme on dit en Inde, et en même temps qui a grandi à une vitesse inimaginable, cumulant les millions. Enfin, moi, je l'ai connue, elle faisait à peine 2 millions, elle faisait 1,5 million. Aujourd'hui, elle est à bien plus de 5 millions. Donc, en fait, c'est une ville voilà, qui a grandi à toute vitesse et qui, effectivement, a laissé pour une partie de la ville sa place à ces fameuses gated communities. Donc, on a une impression de croissance extrême et en même temps, ce qui est toujours fascinant dans les villes indiennes, c'est que tout ça se côtoie. Il n'y a pas cette fracture urbaine que l'on voit, que l'on vit, par exemple au Brésil, hein, un pays dans lequel j'ai également habité. C'est pas du tout la même chose. En Inde, l'économie indienne et les sociabilités indiennes font que les quartiers très pauvres, de bidonvilles, etc., s'articulent complètement finalement à des quartiers beaucoup plus riches. Alors évidemment, on a dans la vision de la ville, on passe d'un univers à un autre, hein, complètement. On passe d'un univers horizontal, grouillant de vie, à ces gated communities qui pourraient presque être anonymes, effectivement. Tu parlais de Singapour, Kamala. Mais, mais on a toujours quand même cette sensation d'une sociabilité très particulière, avec par ailleurs des attaches rurales quelquefois fortes. Enfin, voilà. Et moi, ce qui me passionne dans l'Inde, c'est finalement c'est un laboratoire des sociabilités, c'est un laboratoire pour un anthropologue qui est absolument extraordinaire, avec une richesse extraordinaire. Et la ville qui grandit continue à absorber en fait ces sociabilités, ces questions migratoires, la question des castes, la question des classes sociales. ouais, Enfin, c'est tout à fait justement. passionnant. Justement, je voulais vous demander votre point de vue d'anthropologue sur ça, parce que la ville indienne aussi, c'est ce mélange, ce melting pot total entre l'immigration indienne, l'immigration de l'océan Indien. À quoi ça ressemble en fait une ville pour ceux qui ne connaissent pas? Qui sont les gens qui habitent les villes? C'est ça, Alors, c'est peut-être une singularité. Est-ce que... c'est à moi que vous posez la question toujours. Alors, Oui, donc, oui, oui. Peut-être chaque sur ville Bombay, est peut-être. à, oui, j'ai envie il y a une chose merveilleuse en Inde, c'est que chaque ville a un caractère très, très, très différent, a un rythme très, très, très différent. Enfin, entre la frénésie de Bombay, ultra cosmopolite, qui est aussi la ville, par exemple, des sièges sociaux en Inde, hein, c'est la ville de la vitrine économique, etc., et qui est très, très anglaise. Enfin, le British Raj est présent partout dans toute sa dans tous ces bungalows
et autres gares et autres. On a en même temps, c'est pas du tout la même chose que Delhi, où on passe dans la cité des jeans de Old Delhi. Ensuite, on arrive dans cette nouvelle Delhi qui est très, très différente avec ces immenses espaces et ces lieux encore moghols. Enfin, on est à chaque fois plongé. Je crois que Chennai est encore très différent, Calcutta est encore à nouveau. Enfin, bref, on est à chaque fois dans un esprit différent, avec d'ailleurs des traditions de sociabilité très différentes. Hein. Quand on passe à Calcutta, c'est l'art de l'ada, de la conversation, c'est très intellectuel, etc. Ce qu'on va ressentir peut-être dans une autre ville. Donc, j'ai envie de dire, je crois que ce qui est si intéressant pour ces villes où viennent effectivement, vous avez parlé de migration, ce sont des villes du travail. Et Bombay, par exemple, a cette particularité d'attirer toute l'Inde. Donc, on va retrouver à Bombay une mixité, une diversité qu'on ne trouve dans aucune autre ville. Pourquoi? C'est parce qu'à Bombay, on peut trouver du travail, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Donc, et je crois que c'est ça qui est si passionnant pour qui s'intéresse à l'Inde, c'est cette extraordinaire diversité d'une ville et dans un quartier. Chaque quartier est une ville à part entière, de même qu'en Inde, un train est une ville à part entière, de même qu'un immeuble est une ville à part entière. Donc ça, on le retrouve très très fort, oui, je crois. Ah bah c'est super. Et ça me permet de faire une super transition pour notre deuxième partie sur aussi cette singularité encore de la ville indienne avec ces villages urbains, expression de la ruralité dans les mégapoles indiennes. Euh, Emmanuel Ambach, vous avez travaillé avec vos étudiants, avec ces échanges dans des villages à Bombay. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Alors effectivement, depuis 2015, donc j'ai la chance de pouvoir régulièrement, voire tous les ans, à l'exception de la période Covid, aller à la rencontre de Mumbai avec des étudiants de l'école d'architecture de Strasbourg qui vont travailler avec des étudiants de Mumbai, donc d'un institut qui s'appelle le KRVA, voilà, qui est très, très présent, je dirais, aux côtés des communautés, que ce soit les communautés dans les slums, les bidonvilles, ou dans les villages de pêcheurs, considérant qu'effectivement, c'est une grande part de la population de Mumbai qui représente quasiment 60% de la population de cette ville, donc qui vit dans des habitats on va dire vernaculaire, pour ne pas dire informel. Voilà. Cette carte que vous avez sous les yeux présente en rouge une cartographie schématique des slums, donc de ces bidonvilles, et puis les points bleus que vous voyez apparaître, ce sont certains villages, je dirais historiques, villages de pêcheurs ou villages agraires, qui étaient présents à l'origine lorsque Mumbai était encore un archipel avant l'arrivée des colons portugais puis anglais. Alors effectivement, aujourd'hui, eh bien, on est dans une ville, effectivement, comme l'a dit Marie-Caroline, qui attire énormément d'Indiens je pense, de tout le pays. Et en même temps, eh bien, il y a encore des villages historiques, Marathis, donc des Koli Vada, qui se retrouvent au milieu de cette urbanisation galopante qui prend plutôt la forme d'une verticalisation, un peu à l'image de ces villes, j'ai envie de dire, nord-américaines ou asiatiques qui pousse je dirais, à chaque fois à l'occasion d'une disponibilité foncière, donc dans une logique d'opportunisme très claire, avec une pression foncière assez énorme. Et puis ces villages qui continuent d'exister parce que leur spécificité, pour parler notamment des villages historiques, est celle que le foncier appartient à la communauté villageoise, ce qui fait que quelque part, ça les protège encore un peu de cette pression, puisque si la communauté veut se maintenir à cet endroit, continue d'avoir une pratique, notamment de la pêche. Est-ce que vous pouvez nous décrire aussi ce que c'est ces paysages urbains? Alors là, au premier plan, on a le village de pêcheurs de Worli. On aperçoit sur la gauche des barques, des bateaux de pêche qui sont de petite dimension. Et puis au fond, hein, donc on voit le skyline donc de ces tours qui poussent voilà, à toute vitesse au centre de Mumbai. Là, on est dans la partie plutôt centrale. Qui, je dirais, dans un premier temps, s'accrochait plutôt à la façade ouest, qui est un peu cette façade, je dirais, un peu privilégiée pour cet urbanisme vertical, mais qui aujourd'hui tente à se généraliser dès lors que des opportunités foncières se présentent. Donc, on peut considérer qu'effectivement, ces villages qui présentent, je dirais, peut-être qu'on le mesure assez mal enfin, avec cette vue-là, mais je pense que si on peut avoir quelques images qui nous montrent les ambiances de ces villages, on sent, je dirais, une qualité des constructions vernaculaires, un entretien très, très soigné de la part de ses habitants, je dirais des espaces communautaires
qui sont aujourd'hui très, très vivants avec de nombreuses fêtes. Et effectivement, il y a une tentation aussi de la part de certains villageois, notamment peut-être parmi les plus jeunes, de faire évoluer leurs conditions de vie parce que les modes de vie ont changé. Et donc, dans certains cas, on voit des promoteurs venir faire, je dirais, l'article et essayer de vendre un projet entièrement neuf à l'emplacement de ces villages, alors qui ont pour objectif de reloger les villageois dans des structures plus contemporaines, mais souvent dépourvues de tout espace communautaire et ne respectant quand même pas, je dirais, leur mode de vie, mais surtout pour augmenter la capacité foncière en démultipliant le nombre de mètres carrés pour les vendre sur le marché privé et donc, quelque part, faire aussi disparaître ces communautés en tant que telles, quoi. Donc, on sent une pression très forte, alors notamment sur les villages qui n'ont pas bénéficié d'une protection, on va dire, au titre du patrimoine, qui n'ont pas Ça été... existe, ça, cette protection patrimoniale? Elle existe dans Ouais, certains villages du sud de Mumbai, je pense notamment d'accord. le village de Bandra, notamment. Donc des villages qui effectivement présentent une architecture, notamment, vous avez parlé de voilà, une architecture qui serait indo-portugaise. Donc là, c'est une réunion publique à laquelle nous avons eu la chance de participer, où un promoteur est venu présenter un projet voilà, entièrement neuf pour la totalité du village de Machinagar, donc dans le sud de Mumbai, dans le quartier, dans le secteur de Colaba. Et donc, on voit surtout, je dirais, les hommes attablés, regardant les plans, évaluant des surfaces, des coûts, etc. Et, et donc, eh bien, nous, on a été assez frappés par bah voilà, je dirais les solutions architecturales très schématiques, très uniformes, très globalisantes et qui ne renvoient pas du tout à une prise en compte je dirais, de cette dimension communautaire, ben voilà, des besoins spécifiques de cette communauté. Alors, c'est une visite qui a eu lieu en 2019, avant le Covid. Nous y sommes retournés l'année dernière. Par chance, le village est toujours là. Et il n'a pas D'accord. bougé. Et ça, c'est des pressions privées ou des pressions publiques? Est-ce que c'est la ville de Mumbai qui veut changer son apparence ou est-ce que c'est juste l'appât du gain? Alors, je pense qu'il y a vraiment les deux qui doivent Ouais. on est dans une collusion des deux. Là, nous avons essayé de comprendre comment les promoteurs en étaient venus à entrer comme ça en contact avec les villageois. En fait, c'est par le biais d'un des villageois qui est un peu un des chefs du village, qui travaille à la municipalité et qui a été approché par un promoteur qui intervient dans d'autres villes indiennes. Et il s'est laissé convaincre d'organiser cette réunion publique. Et donc, bon, voilà, on a envie de dire, on est vraiment dans une logique là plutôt privée, hein, c'est le privé avec le privé, c'est pas une réunion organisée par la municipalité de Mumbai, mais où on peut se dire qu'il y a forcément un mélange des genres, hein. Ça, c'est sûr dans cette ville qui aujourd'hui est passée du côté du BJP, hein, donc le parti du Premier ministre Modi. Ouais. Bah, j'aimerais juste faire réagir des autres intervenantes. Peut-être Kamala, est-ce que dans les villes, peut-être Tamoul, peut-être à Pondichéry, est-ce qu'on a ces mêmes trajectoires de la ville qui se transforme aussi? Est-ce qu'il y a aussi des villages de pêcheurs, des villages d'artisans peut-être englobés dans la ville qui se Ah oui, transforment? absolument, hein. On a aussi des villages de pêcheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un des villages appelé Dubraipet qui est devenu une marina, par exemple. Ah Donc, bon? vraiment, il y a un processus ouais, de développement de ce type-là, hein. Donc, on a toujours des villages de pêcheurs un peu plus loin, Vaïtikupom, Kochikupom, etc. Mais ça s'est beaucoup gentrifié, hein, de ce côté-là. Mm. Et un peu à quelques kilomètres au sud, par contre, on a toujours des villages de pêcheurs bien comme Virapatnam et tout ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais il y a une évolution qui se fait très rapidement parce qu'il y a une pression foncière énorme. Donc, Mm. je veux dire, la ville de Pondichéry, elle est minuscule en fait. Elle fait que intramuros, hein, la ville traditionnelle coloniale. Mais pareil, elle s'est étalée énormément. Aujourd'hui, elle s'étale dans le Tamil Nadu, elle est très étalée, mais je veux dire, il y a une telle pression foncière que finalement, les prix augmentent à une allure, je veux dire, Ouais. et les gens ont tendance à vendre en se disant finalement, ça me rapporte beaucoup plus de vendre que de l'entretenir. Donc, on a ce phénomène-là qui se développe beaucoup à Pondichéry. Et
Très, Et très fort. finalement, peut-être comme en France, la mer attire, le rivage attire. Ah oui, énormément. Je vois régulièrement le week-end, c'est une ville qui ne supporte pas autant de monde parce que c'est des milliers et des milliers de gens qui arrivent le week-end uniquement parce que faut dire que Pondichéry, l'alcool est libre. Il y a des magasins d'alcool à tous les coins de rue et les gens viennent en fait pour boire parce que c'est beaucoup plus cher déjà dans le Tamil Nadu et au Kerala et d'autres États. Il y a des États où c'est interdit. Donc, ils préfèrent faire des milliers, pas des milliers, mais presque de kilomètres pour pouvoir boire tout le week-end, hein. Donc, Voilà. je suis un peu dure, mais bon, Oh, voilà, merde. c'est ce qui se passe. Bon, il n'y a Oh, pas ça, c'est forcément terrible. de violence, mais je veux dire, il y a une volonté, voilà. Et puis, il y a le côté, justement, français. Les Français sont un peu libres, donc les filles, elles aiment bien venir, comme un peu à Mumbai, hein, c'est très cosmopolite, hein, puisqu'on a l'ashram d'Aurobindo qui a attiré énormément de gens de toute l'Inde, hein, dans les années 50. Et du coup, c'est très cosmopolite. On a des habitants du Gujarat, du West Bengal, etc. Donc, finalement, ce cosmopolitisme permet à cette ville de se développer de cette manière-là, quoi, avec ce côté touristique. Donc, Bah, justement, dans un autre paradigme, je voudrais laisser parler à Marie-Caroline Saglio, qui a travaillé, qui a écrit sur un quartier très spécifique de Bombay qui s'appelle Dharavi, qui était qualifié des plus grands slums du monde, qui est au centre de Mumbai et qui est, pour y avoir vécu, un grand centre cosmopolite. Marie-Caroline, est-ce que vous pouvez nous décrire ce quartier, sa trajectoire, son histoire, à quoi il ressemble? Tout à fait. Merci. Donc, je vais dire des éléments aussi qui sont un petit peu dans la suite de ce qu'a dit, de ce qu'ont dit Emmanuel et Kamala. Ce bidonville qui est né au tout début, enfin vers 1920, on va dire, hein, et lorsque personnellement je suis rentrée dans ce bidonville en 91, juste avant les émeutes de Bombay, avait encore donnait encore cette impression d'être cette terre arrachée à la mer. Là, je viens de citer une petite phrase de Arun Kolatkar, le grand poète de Bombay. Et effectivement, on est sur des zones qui sont en principe pas trop habitables. Enfin, on est au centre de Bombay, la Miti River, la grande rivière passe. On a une zone verte et puis ensuite ces zones de mangroves très humides. On reste au centre de Bombay, ou en tout cas ce qui devient au centre de Bombay, puisque cette ville prise dans un entonnoir ne cesse de s'étendre vers le nord. Et Dharavi, qui fut à un moment au nord de Bombay, est aujourd'hui en fait exactement au centre, juste entre la ville et les suburbs de Bombay, mais reste aujourd'hui au centre de Bombay, hein, qui, comme vous savez, s'étend sur 440 km², enfin qui est un gigantesque entonnoir. Où une des grandes particularités de Bombay, je pense, c'est la question de l'espace. C'est-à-dire, comme elle est prise dans un entonnoir, Bombay, et qu'elle continue à grandir, il est question à Bombay non pas tant d'espace que d'espace vital. Bon. Et c'est pour ça que ce centre, ce bidonville qui s'étend donc sur 3,5 km² à peu près, euh, et qui a aussi comme particularité d'être quasiment à la croisée des deux grands trains qui permettent à Bombay de respirer, hein, qui le matin mettent tous les commuteurs jusque dans le sud de Bombay qui travaillent et le soir désengorgent Bombay. Enfin, ces deux lignes de train qui sont absolument vitales à Bombay, même si on construit mille autres choses aujourd'hui, mais ce train reste vital. Bombay se retrouve, pardon, Dharavi s'est retrouvé ce territoire central. Alors, qu'est-ce que c'était au départ? Donc, un territoire que j'ai entendu appeler, en tout cas en 91, qu'on appelait encore quelquefois jungle, hein, dans ce terme jungle qui est un terme emprunté par ailleurs aux Persans, hein, comme on sait, ces zones de bois. Voilà. Et donc sur ces terres assez sauvages sont arrivés des premiers travailleurs, notamment notamment des travailleurs du cuir. À l'époque, le grand abattoir de Bombay était encore à Bandra. Et puis, donc, aujourd'hui, un quartier assez chic, hein, qui est limitrophe de Dharavi. Mais cet abattoir a été déplacé dans les années 70 à Deonar, donc bien plus loin dans la périphérie nord, ne serait-ce que parce que les vents et qui charriaient les odeurs de carcasses et autres ne pouvaient pas rester. On ne pouvait pas se permettre de laisser le plus grand abattoir également de l'Inde dans cet endroit. Donc Dharavi, c'est un lieu extraordinaire. Pardon? C'est des noyaux urbains qui sont constitués autour d'industries puantes, d'industries ingrates.
J'ai Alors, l'impression que... ingrate, je ne sais pas. De toute façon, il y a eu Ouais, les lois ensuite, en principe, qui ont en principe fait sortir les industries dites polluantes de d'accord. Bombay dans les années 90. Mais c'est vrai qu'à Dharavi, donc, de grandes communautés du cuir ont été amenées, notamment par des intermédiaires, des dalals. On retrouve là tout ce qui fait, en fait, tout ce sur lequel j'ai travaillé, qui est comment une économie se construit, mais aussi comment tout ça se construit avec la ville, avec des politiques urbaines très fortes. Et je tiens à rappeler de ce point de vue-là que Bombay et depuis 30 ans quasiment nationaliste hindou. Hein. C'est un bastion de ce point de vue-là. C'est très intéressant de comprendre pourquoi. Et que les politiques, par ailleurs, elles sont enfin, sont maintenant quasiment toutes publiques-privées, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous avez des forces très importantes pour essayer de comprendre ce foncier. Dharavi va se construire par le travail, notamment le travail du cuir, qui fait venir des communautés de Tamil Nadu musulmanes, des communautés de partout, à vrai dire, et au fur et à mesure d'autres communautés de travail. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que au fur et à mesure sur ce territoire arrivent des travailleurs qui se retrouvent au centre de Bombay. Et de ce point de vue-là, être au centre de Bombay, c'est une possibilité de travail absolument exceptionnelle. Hein. Comme vous savez, la question de la mobilité, la question de la centralité reste une variable d'exclusion majeure quand on est à la périphérie de quelque chose. On n'a pas accès au travail, on n'a pas accès aux services de la ville. Donc voilà. Et Dharavi donc cumule ça, va cumuler une extraordinaire diversité de personnes qui viennent y habiter. Contrairement aux villages de pêcheurs qui viennent d'être présentés, le terrain n'appartient pas à ces primo-arrivants alors qu'il devrait leur appartenir. Ce sont les premiers à avoir mis les pieds, c'est les originaux et les originels. Mais de fait, ils ne sont pas lotis comme le village Koli de Dharavi, le village des pêcheurs de Dharavi. Ce sont des terres qui ont été réclamées par notamment les chemins de fer, mais aussi la municipalité de Bombay, et toute une question donc de réhabilitation ou de poste à terme, a posteriori, de possibilité d'accéder, disons, à la propriété, a pu se mettre en place à Dharavi. Avec là aussi énormément d'enjeux immobiliers, politiques, etc., pour également gagner ce que constituait Dharavi, c'est-à-dire en fait une banque de vote au centre de Montréal absolument gigantesque. On estime à peu près un petit million, disons, la population de Dharavi, avec là aussi sur 3 km², enfin 3-4, des quartiers extrêmement différenciés, puisque vous avez le fameux quartier des Potiers qui a fait l'objet de plein de films. Hein. Kumbharbhada arrivé dans les années 40, après des incendies dans des villages gujaratis, qui recréent un noyau originel, on a envie de dire un espèce de village. Vous avez le quartier du cuir, mais qui va différencier d'un côté les cordonniers, de l'autre côté les tanneurs, et il y a encore quelques-unes de ces petites tanneries cachées, qui sont encore des tanneries à la chaux, Hmm. qui ne devrait plus être là. Il y a toute l'activité du recyclage, il y a toute l'activité des vêtements, il y a toute l'activité autour de ce qui est confection d'aliments, d'ailleurs, qui est consommé directement. Les padams de Dharavi sont connus à Bombay. Enfin bref, on est aujourd'hui, C'est ça, justement. Dharavi a ses marques. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est presque paradoxal parce qu'on est au centre de Bombay, donc une mégalopole qui est vibrante, mais on a toujours ce bâti de bidonville. Et pourtant, on est aussi dans un quartier qui est extrêmement productif. Oui, Est-ce que je alors me ça a fait demande, est-ce l'objet. que ce quartier évolue du coup? Il a fait l'objet, comme l'a dit Emmanuel, d'énormément d'appétit. Le nexus politico-immobilier a les yeux sur Dharavi depuis toujours, particulièrement. Alors, c'était un quartier dans les années 90 où on n'entrait pas. Il n'y avait aucune route bétonnée. C'était le lieu de la pègre. C'était le lieu aussi des crimes rapides. Hein. C'est un quartier qui a flambé avec les émeutes de Bombay tout début 93, après les émeutes d'Ayodhya du 6 décembre 92. Pourquoi? Parce qu'à Dharavi, où habitaient depuis toujours des familles musulmanes, des familles hindoues, eh bien, il y a eu une partie des politiques qui sont venus mettre le feu finalement et opposer des deux côtés ces familles, d'autant plus que, étant sur les lignes de chemin de fer, c'est toujours facile de jeter un cocktail Molotov. Enfin, ça a été très vite. Tout ça, ça fait l'objet de beaucoup de livres, de récits, etc., ce qui s'est passé à Dharavi, alors que communauté à nouveau chrétienne, chrétienne de toute l'Inde, mais aussi hindoue et aussi musulmane, qui se connaissaient. Donc ça a été une espèce de guerre fratricide de l'extérieur, enfin allumée de l'extérieur qui a été terrible.
et qui, depuis, Dharavi, en fait, se retrouve au fur et à mesure de plus en plus intéressant. Donc, il y a eu un gigantesque plan au début des années 2000 qui a été le Dharavi Redevelopment Plan, qui pendant 10 ans a tenu toute l'Asie en haleine, hein. Qui allait racheter Dharavi, grosso modo? Donc, il y a eu des zones de projet, etc. Je crois que l'institut avec lequel travaille Emmanuel, d'ailleurs, a été très, très important dans ce grand débat en disant non, Dharavi, ça appartient déjà à ses habitants, qui sont d'ailleurs très, très engagés, hein, dans le maintien de Dharavi. Et ça a fait l'objet aussi à l'international de beaucoup d'intérêt des architectes, des urbanistes, pour essayer de comprendre comment pouvait vivre ce centre qui a comme particularité, vous l'avez dit Pierre, de maintenir le lieu de travail et le lieu de production au même endroit en fait. On travaille dans les maisons de Dharavi avec une impression d'horizontalité quand même relative, même s'il commence à arriver au sein même de Dharavi la verticalisation et même les gated communities, ce qui est assez fascinant à voir. Mais on commence à... Voilà, tout ça était à comprendre et au fur et à mesure... Alors, ce plan a été abandonné, mais Dharavi reste un laboratoire et aujourd'hui, il y a une zone entière à Dharavi qui fait l'objet de toute une... un redéploiement immobilier absolument extrême. Tous les programmes de réhabilitation se font à Dharavi. Mm. J'ai écrit, enfin, le livre en anglais que vous avez cité est sur cette question. Ok, mais merci beaucoup. Déjà, on va en profiter pour partir sur notre troisième partie, sur comment vit-on en Inde, qui vit en Inde et comment ça marche. Bon, c'est un vaste programme, ça. Mais je vais commencer avec Emmanuel, vu que vous avez vos programmes d'échange entre Strasbourg et Bombay. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de Bombay? Qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans à Bombay, et peut-être même en Inde plus largement, de Alors, votre dynamique? je ne vais parler que de celle que je connais un peu plus, qui est quand même une jeunesse un peu particulière, parce que ce sont surtout ces étudiants qui effectivement sont là dans cet institut avec lequel je collabore. Et je dirais que bah, ça fait 8 ans voilà, que je côtoie bah, ces jeunes hein, qui ont forcément grandi et qui sont partis, etc. Mais d'année en année, ce que je peux constater, c'est je dirais une envie bah, de voyager à l'international, peut-être une mutation aussi dans les comportements. Genre, je dirais qu'on est dans une ville un peu globale, hein, clairement, qui est peut-être plus tournée vers l'international que d'autres villes indiennes, et où par peut-être les tenues vestimentaires, les modes de vie, finalement, on est de moins en moins éloignés, finalement, hein. Les jeunes qui viennent d'Europe et qui vont en Inde sont finalement, bien sûr, ils sont surpris par beaucoup de choses, mais en tout cas, ils se sentent très proches quand même de ces jeunes, en tout cas futurs architectes. Il y a des ponts Euh, culturels, des références Peut-être, communes. ouais, mais peut-être que ce qui est vraiment important quand même de mettre en lumière quand ils travaillent ensemble, notamment sur des projets à Mumbai, là s'expriment des écarts je dirais, d'attitude entre les jeunes Européens qui vont être très attentifs au patrimoine, au sens pas uniquement architectural, mais aussi au sens bah, de ces modes de vie communautaires dont on vient de parler, cette manière aussi très particulière à Mumbai de développer une architecture informelle, vernaculaire, eh bien, peut-être que, là je vais peut-être un peu schématiser, mais ces jeunes architectes indiens, ou futurs architectes indiens, ben, n'ont pas forcément toujours envie de préserver ces vieux villages, ces slums. Ils n'y voient pas forcément les qualités que peut-être nous voyons. Et parfois, ben, ils n'hésitent pas à dire, ben, ouais, on démolit, on fait autre chose à la place. Est-ce Et que je ça, sais c'est que peut-être aussi des étudiants qui ont grandi dans ces slums, dans ces quartiers assez difficiles, ou peut-être pas chez les vôtres? Pas forcément, je dirais, hein. Alors déjà, ils sont effectivement originaires de différents milieux. Il n'y a pas uniquement des jeunes favorisés hein, dans cet institut. Je crois qu'il y a 70% qui viennent plutôt de milieux défavorisés avec des bourses d'études. Mais en discutant avec mes collègues qui ont mon âge, hein, on va dire à peu près la cinquantaine, eux, ils voient vraiment un écart de comportement, un écart culturel fort. Là où ils défendent la marche à pied, voire même le vélo, l'utilisation des transports en commun, le train, etc., eh bien, ces jeunes, ils privilégient Uber, le taxi, ils marchent plus beaucoup. Et effectivement, voilà, sans pour autant les rattacher à des traditions, oui, bah voilà, cette photo illustre bien, voilà, c'est peut-être ce à quoi ils aspirent. Mm. D'accord, des appartements dans des tours
des Voilà. condominiums. C'est toujours ce Là, c'est modèle peut-être américain qu'on a une évoqué. photo que j'ai prise dans le, voilà, on va dire dans le centre de Mumbai, d'un appartement où on a été amené par un des étudiants de l'Institut, donc son appartement, voilà, dans une tour neuve. Et effectivement, on voit voilà, la ville qui Ok. se verticalise. Bah, Voilà. vous avez parlé des changements vestimentaires. C'est peut-être une transition un peu facile vers Kamala, qui a écrit un livre sur le genre en Inde et qui a un point de vue aussi sur les femmes indiennes urbaines. Qu'est-ce qui se passe dans les villes? Est-ce que la femme s'émancipe Ah en oui, moi ville? je dirais que l'urbanisation, c'est un vecteur d'émancipation de ces femmes, hein. Même dans la petite ville de Ranipet, hein. Ranipet, c'est une ville qui est entre Chennai et Bangalore, hein. Et c'est une ville du cuir, hein, parce que c'est tout un district industriel, il y a plusieurs villes, hein. Mais ce qui m'a frappé, parce qu'on est dans des zones finalement encore urbaines, rurales, on est entre deux, où on a une communauté musulmane très forte, où elle porte la burqa et tout. Et en fait, le fait qu'il y ait ces districts, ces industries qui sont arrivées, de la chaussure par exemple, ça a permis à ces femmes de sortir de leurs conditions de vie dans les champs. Par exemple, les mères vont au champ, elles, il est hors de question qu'elles aillent au champ. Elles préfèrent aller travailler à l'usine, malgré des salaires dérisoires, parce qu'elles ont l'impression que ça leur permet de sortir. Et d'ailleurs, quand elles sortent, elles rencontrent d'autres femmes. Ça crée des sociabilités, hein, particulières, hein, parmi ces femmes. Et ça m'a beaucoup frappé cette évolution, en fait, hein. Le salaire n'était pas, malgré des salaires finalement assez dérisoires, ces femmes préféraient aller travailler. Et Certes, c'est une forme d'indépendance. Est-ce qu'elles sont forcément mariées ou est-ce que ce sont aussi des non, femmes célibataires ce qui qui vivent leur m'a vie? frappé, en fait, c'est que ça permettait de retarder l'âge du mariage. Par exemple, au lieu de se marier dans ces petites villes, hein, toute ville à l'époque, ça faisait 100 000 habitants. Au lieu de se marier à 18-19 ans, eh ben, c'est une manière de retarder le mariage pour préparer la dot, par exemple. Et en revanche, dès qu'elles se mariaient, elles arrêtaient de travailler. Donc c'est un peu le mariage finalement et l'arrivée d'un enfant encore plus, quoi. Donc souvent, elles arrêtaient de travailler pendant 10 ans, 15 ans, quitte à reprendre après le travail plus tard. Mais c'est vraiment pour moi l'urbanisation, l'industrialisation a permis finalement cette émancipation, une forme d'autonomie, quoi. Donc ça, c'est un certain sentiment de fierté, une impression d'autonomie, surtout autonomie financière, hein. Surtout que Mm. depuis quelques années, toutes ces femmes sont obligées toutes d'avoir un compte en banque, hein. Donc, elles sont obligées d'avoir un compte en banque sans le conjoint. Ça, c'est Ah oui, intéressant. c'est intéressant, ouais. Ouais, avec la fameuse carte Adar. Et à ce titre-là, elles reçoivent aussi certaines subventions et ça leur permet effectivement de pouvoir un peu gérer leurs finances de manière autonome. Souvent, par contre, ce sont les seuls à travailler dans le ménage. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est les hommes en général. Ah ouais. Soit ils étaient partis dans la grande ville, soit ils ne travaillaient pas. Parce qu'en fait, ils se contentaient du salaire de leur épouse, justement. Et ça, quelle que soit la communauté, hein, puisqu'on est dans un endroit, Ranipet, c'est une ville, comme m'a dit Charam, ce district industriel du cuir qui est traditionnellement, qui est musulmane, hein. Donc, quelle que soit la communauté, quelle que soit la caste, la classe, voilà, je veux dire, elle C'est travaille. très intéressant. Et Marie-Caroline, dans votre roman, vous avez développé des vies indiennes, des vies urbaines. Est-ce que vous pouvez parler aussi de ça, des réalités que vous avez pu voir, plus sensibles? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'héroïne du roman, ça reste Bombay. Et ses fractures, et ses mystères, et ses secrets, hein. C'est une ville où il y a beaucoup d'histoires et de questions. Et donc, je crois aussi que les deux thématiques principales restent la question environnementale. Dans mon roman, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la décharge et dans un bidonville, donc, qui sont aussi des lieux alors très stigmatisés par ces termes-là, hein, dont je viens de vous parler, mais qui sont évidemment des lieux de vie, de sociabilité. Il y a un chiffre qui courait beaucoup quand je travaillais sur le deuxième livre, donc, qui est sorti en 2014, d'Aravi From Megaslum to Urban Paradigm. C'était 45% de la population de Bombay vit dans 8% du territoire. C'était un chiffre qui avait été lancé par Das à l'époque, un architecte,
et qui voilà, essayait de résumer la particularité de Bombay, qui est encore plus caricaturale quelque part que celle qu'on trouve à Delhi ou que celle qu'on trouve à Calcutta, hein, puisque la moitié de Bombay vivait sur des petites portions de son territoire, ça veut dire avec des densités extrêmes, et souvent sur des zones qui ne sont pas nécessairement habitables, hein. Donc, je travaillais en D'accord. l'occurrence. Donc, c'est Euh, j'imagine des petits appartements, Pas des appartements, on imagine, des- donc des zones de bidonville. Donc ça veut dire Ouais, c'est ça. des petites des maisons qui sont catcha ou paca, mais souvent catcha, c'est-à-dire qui tiennent pas beaucoup de moussons, qui sont des amas de tôle, éventuellement de bois. Et de toile aussi. Un bidonville, c'est bleu et brun. Voilà, ces espèces de toiles, ces bouts de bois, etc. Et alors, Dharavi, de ce point de vue-là, si c'est là que vous avez habité, et effectivement, aujourd'hui, n'a plus cette tête-là. Dharavi est PACA. On peut même faire un deuxième étage et même un troisième Mm. étage, et vous avez même des zones d'immeubles, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans la zone de Deonar et du bidonville qui est juste à côté de la décharge, par exemple, autour de Govandi, Deonar, là où est le nouvel abattoir depuis maintenant une cinquantaine d'années, ce sont des vraies zones de bidonville très, très, qui peuvent être détruites par les moussons, hein. Ce sont des zones très, très précaires. Mais où ça n'empêche pas d'avoir une vie totale, alors au ras du sol, hein, avec tous les petits métiers, une vie dehors, etc. Puisque la vie dehors, notamment devant les courettes des bidonvilles, est capitale. C'est là où on vend, c'est là souvent où on produit, c'est là où on dort quand il fait trop chaud. Enfin, là, on retrouve aussi ce qui fait le village, hein. Dans un village, très souvent, on dort dehors, on met les matelas dehors, ou les charpailles, enfin, ou les espèces de lits de corde dehors. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver. Et donc, dans ce livre, j'ai beaucoup travaillé sur, en fait, le retour d'un brahman qui revient 7 ans plus tard dans une Inde, donc qui serait peut-être celle de Modi en l'occurrence, qui est une Inde qui est confrontée à des défis majeurs, donc Bombay, défis environnementaux, défis de la violence urbaine aussi, puisque arrivent des formes de milices qu'il ne connaît pas, des violences qu'il ne connaissait pas, ou en tout cas avec lesquelles il n'avait pas frayé avant. Et lui va se retrouver, ce héros, en face de ces violences-là, en même temps que son passé, en fait, au fur et à mesure, va s'expliquer, hein. Il est parti rapidement de Bombay sur un trauma. Et donc, ces fractures urbaines entre le Bombay par-ci, superbe, riche, de l'autre côté, le Bombay des slums, le Bombay des déchargés, on va dire, lui va le prendre, d'autant plus que finalement, les sociabilités du slum vont lui permettre d'aller beaucoup plus loin, quelque part, que les violences à l'intérieur même des quartiers riches. Et dans l'histoire, en fait, les femmes sont les personnages, même si ce n'est pas le héros principal, qui est un homme qui doute beaucoup, sont les femmes les personnages forts du livre, qui sont tout le temps devant des choix très forts et qui, elles aussi, voilà, au fur et à mesure, se sont exprimées au fur et à mesure que la ville grandissait, hein. Je ne sais Donc, pas, voilà. parce qu'on arrive bientôt à la fin et qu'il faut qu'on parle de quelque chose que vous avez évoqué, c'est l'environnement. Mhm. L'environnement, vous avez parlé aussi des déchets. On a une spectatrice qui nous parle aussi des smart cities. Euh, Moi, j'aimerais savoir comment, et rapidement, comment les villes indiennes s'adaptent du coup au réchauffement climatique, au changement climatique. Est-ce que la société civile transforme aussi son environnement, l'améliore? Parce qu'on a compris par vos interventions que la vie urbaine est quand même assez intense et peut-être assez dure. Commençons peut-être par Kamala. Vous avez travaillé sur les smart cities. Est-ce que l'environnement est pris en compte dans les smart cities? Ah ben oui, 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 c'est l'une des conditions importantes des Smart Cities, hein. Les Smart Cities, c'est un programme qui a démarré il y a 10 ans suite au programme de Manmohan Singh déjà en 2005. Et justement, une Smart City, au départ, c'est justement, on les voit là, les 100 Smart Cities, hein. Le programme se termine l'année prochaine, enfin cette année, juin 2024, hein. Donc c'est quoi la Smart City, hein? Ça combine à la fois l'innovation technologique avec des solutions dites durables, hein, pour créer des environnements urbains plus Est-ce que efficaces, ça marche? durables et accès. Alors, est-ce que ça marche? Oui et non, hein, j'ai envie de dire. Euh, Hyderabad, par exemple, elle n'est pas dans la liste, hein. Vous le voyez, elle n'est pas sur la carte parce que Chandrababu Naidoo, déjà dès les années 90, avait une vision pour Hyderabad. Et effectivement, on a déjà
en termes de mobilité, un métro avec 3 lignes de métro. On a des espaces verts. C'est l'une des villes qui a le plus d'espaces verts, hein, Hyderabad, par exemple. Et ils essayent aussi de consolider ça. Par contre, si on prend le cas de Pondichéry, hein, où on voit effectivement qu'il y a eu un programme Smart City, et ça consiste en quoi un programme de Smart City? C'est tout simplement sélectionner en fait une partie, c'est quelques quartiers, hein. C'est toujours, on croit que ça concerne toujours toute la ville, mais non, ça concerne que quelques quartiers et souvent les quartiers privilégiés au départ. C'est ça un peu le paradoxe, hein. Par exemple, Pondichéry, ça couvre à peine, ça couvre quelques quartiers. Et c'est développé selon un modèle de développement, hein, comme vous le voyez sur l'image, avec à peu près. Et le coût total, c'était quand même 223 millions de dollars. Et Mais le c'est projet en pour soi, faire quoi? Est-ce qu'on y développe moi, je parle de ça dans mon métier, d'une ville post-carbone. Est-ce qu'on parle de ça, de nouvelles mobilités peut-être plus durables ah oui, il y ou est-ce avait qu'il un reste très projet. technologie? Ouais. Oui, oui, il y avait un projet sur les mobilités, puisque c'est l'une de mes thématiques de recherche actuellement. Mm. Il était prévu justement vous voyez sur le schéma en bas, il y a toute une partie piéton qui devait être, c'est cette partie, ce fameux quartier colonial avec des noms encore français, François Martin, Suffren, Surcouf, etc. Il était prévu que tout ça soit piétonnisé, par exemple, hein. Donc Mm. ça, c'est un objectif, de faire en sorte qu'il y ait des bus aussi, parce qu'à l'intérieur de Pondichéry, il n'y a que le lobby des autorickshaws qui fait qu'on n'a pas de transport, il n'y a que des transports personnels. 40, Mm. c'est impressionnant le nombre de gens qui, en fait, ont des 2 roues motorisées dans ces petites villes, hein. Ouais. Donc, on n'a pas, finalement, c'est ça qui est à l'inverse d'Hyderabad, qui est une mégapole. On voit que c'est plus facile de. Bon, j'ai été à Bangalore, c'est déjà différent, hein, c'est déjà plus Et, compliqué, mais les métros sont pas terminés. Et donc, et le, et le- et le- le on cofinanceur. arrive vraiment à la fin. J'ai juste une Ah petite ouais. question très rapide Ouais. sur la mobilité durable, le vélo. Est-ce Alors, qu'on pratique toujours le vélo en Inde? J'ai pu voir quand j'étais petit, mais j'ai l'impression que ça n'existe plus. ouais, à Pondichéry, on est très très rare à pratiquer le vélo aujourd'hui. Ouais. Et j'espère que ça reviendra. C'est une toute petite ville, donc il faudrait privilégier un peu ce vélo comme c'était le cas avant, hein. Donc forcément, mais on préfère, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on préfère se déplacer plus rapidement, avoir un 2 roues motorisé ou une voiture dans les plus grandes métropoles, quoi. Donc ça, c'est. Mais l'objectif, c'était aussi ça, de faire en sorte, à Tchéné, il y a, à Hyderabad aussi, j'ai vu des stations de vélo à chaque fois où on peut se déplacer en vélo. Ça existe. Mais le temps que les gens se réapproprient, comme disait Emmanuel, effectivement, ses collègues que j'ai pu rencontrer aiment marcher, aiment prendre le vélo, etc. Mais la jeunesse n'est pas très, Ouais. n'est pas encore très branché, je dirais, mobilité douce et durable, hein. Donc peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, Ouais. la prise de conscience, c'est plutôt des cinquantenaires, je dirais. Voilà. On aura l'occasion peut-être de revenir pendant les échanges. Je vais me permettre de conclure. Mais merci à vous trois pour vos interventions. Moi, j'ai toujours une image de la ville indienne qui est plurielle entre les réalités d'Aravi ou peut-être de la ville de Bangalore. J'ai cette impression aussi que la population, la jeunesse indienne évolue vers des modèles aussi qui sont sans doute étrangers. Les tours en verre, on parlait de la voiture individuelle, peut-être du scooter, des vêtements aussi, de la mode. En tout cas, c'était fort intéressant je propose à notre auditoire de commencer à poser des questions sur le chat. Et on peut commencer. Bon, alors, il y avait une question justement sur le développement des smart cities, euh, mais avec le programme de Modi. Alors, bonjour à tous, où en est le développement des smart cities? Donc, comme tu disais, Kamala, ça vient à sa fin. Et dans le programme de Modi, est-ce que Modi a un plan urbain c'est vrai que c'est une question intéressante. Un nationaliste hindou, qu'est-ce qu'il pense de la ville qui est si plurielle? Ah, Kamala, votre micro est éteint. Comme le disait bien Marie-Caroline tout à l'heure, c'est le rôle du privé, hein, qui est majeur, hein. On voit bien dans ces smart cities, pour pouvoir être Smart City, il fallait un cofinanceur en général, hein. Et donc, qui est le cofinanceur? Alors là, dans le cas de Pondichéry, Bhubaneswar, n'est-ce pas, Emmanuel, et Chandigarh, c'est la France via l'AFD. Mais l'AFD, c'est une banque de développement, hein, donc elle est Mm. censée prêter. Donc elle prête, mais sans aucun. Enfin, je suis un peu dur de dire ça, mais sans aucun regard. L'AFD,
ça me dépasse complètement. Donc là, ça n'a pas été encore un franc succès. On verra d'ici quelques mois, hein, j'en sais rien, peut-être que ça va changer, parce que le projet n'était pas si mauvais, hein. Donc, mais il y a d'autres villes apparemment où il y a des success stories, mais je ne les connais pas vraiment. Donc voilà, donc il faudrait peut-être voir d'autres villes d'après les journaux, mais là, je n'ai pas vu encore d'article scientifique qui faisait un peu le bilan. On aura un bilan, je pense, ces prochaines années, enfin, prochains mois, en tout cas. Les élections arrivant à grands pas en Inde, on n'a pas de programme qui se distingue sur la vie en ville. Je pouvais penser à un des plans de Modi lors de la dernière élection, sa première élection, des toilettes pour tous, Ah oui, par ça, c'est exemple. vrai, hein, Est-ce qu'il y a des programmes encore ou des slogans assez forts comme ça qui sortent, ou peut-être de l'opposition aussi? alors, c'est vrai que là, on a c'est vrai que ces Ouais. 10 dernières années, dans le premier mandat, effectivement, il avait mis en avant les toilettes, la carte d'art pour tous, etc. Deuxième mandat, le premier mandat, c'était aussi les smart cities, hein, c'était sur 10 ans, hein. Donc là, comment cela va évoluer, je sais pas trop pour le moment. Peut-être que Emmanuel ou Marie-Caroline en savent plus par rapport au projet de développement urbain. En tout cas, on est sur la lancée. En Projet tout cas, politique, hein, projet politique, on est sur, je pense qu'on ira beaucoup plus. Il ira encore plus loin dans ce partenariat public-privé avec un rôle ouais. massif privé. Voilà. Ouais. C'est comme ça que Bon, je vois affaire les à suivre. En tant qu'urbaniste, je suis pas très rassuré. On a une question assez intéressante qui revient sur peut-être la ville-temple, la ville culturelle. Comment caractériser Varanasi, l'ancienne Bénarès pour l'auditoire français? Non seulement par rapport à sa sociabilité particulière en tant que ville sacrée de pèlerinage, mais aussi l'écologie autour du Gange. Est-ce que Marie-Caroline, peut-être, tu peux répondre à cette question, toi qui connais aussi beaucoup de facettes de l'Inde? Je Ou je connais t'attends mal. un piège, attention. Ah oui, c'est un piège. Je connais mal Non. Bénarès, même si j'y suis passée plusieurs fois, bien sûr, et que voilà. Mais à nouveau, Bénarès est complètement spécifique. Il y a eu énormément. Alors moi, j'ai travaillé notamment sur les DOM, hein, qui sont les travailleurs mortuaires, en fait, ceux qui s'occupent des crémations. Puisque la majorité, enfin l'ensemble de mon travail porte sur les très très basses castes, donc voilà typiquement. Mais alors pour répondre à cette question qui est complètement passionnante, la sociabilité de Bénarès, la sociabilité sacrée, elle est vraiment autour de ce travail des gâtes, de ce sacré qui est le propre de Bénarès. Qu'est-ce qu'un gâte pour, Ah, pardon. Alors, les ghattes, ce sont ces descentes généralement qui se matérialisent par des escaliers, des marches d'escalier vers les fleuves sacrés et qui sont des lieux d'ablution, des lieux sacrés. Et c'est là également là que, une fois les crémations opérées sur les bords du Gange, vont être portées les cendres des morts. Donc, il y a évidemment énormément de problématiques. Enfin, c'est une ville qui a été très étudiée autour de ses sociabilités et qui fait l'objet, là aussi, d'énormément de pressions, alors qui viennent de toutes parts. Pression religieuse, puisque vous avez vu que après l'intronisation d'Ayodhya et du temple de Ram, qui a eu lieu quand même il n'y a pas si longtemps, hein, après 20 ans de bataille inimaginables, non seulement aussi avec la Cour suprême, enfin finalement, voilà, ce lieu d'Ayodhya, grande ville sacrée, où était construite la Babri Masjid, une des grandes mosquées, eh bien, cette mosquée ayant été détruite en 92 à main nue, faut quand même le rappeler, c'est pas rien, elle revient aux hindous elle constituerait, selon les nationalistes hindous, hein, le lieu de naissance de Ram. Eh bien, plusieurs grandes mosquées, dont celle de Bénarès d'ailleurs, commencent à être elle aussi dans le rouage. Pour la question environnementale, il est évident que la pollution du Gange, qui a été mesurée 1000 fois, entre complètement en contradiction avec tout le sacré qui est autour de ce fleuve. C'est le fleuve qui est un symbole de pureté hindoue, religieuse, et qui en même temps, on le sait, est un lieu les plus pollués. D'accord. Donc là, il y a aussi énormément de réflexions entre les agendas très différents. Voilà. Et puis, il y a toute cette question des sociabilités dans un espace qui est très particulier, puisque, comme vous le savez, pour ceux qui les ont pratiqués, aller au Ghat, en fait, c'est à nouveau traverser des petites ruelles qui
qui en fait exerce enfin, ces ghattes et ces manifestations et cette foule religieuse exerce une très forte pression sur des lieux historiques qui ne sont pas faits pour les contenir. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup aussi de réflexions sur le tourisme à Bénarès, sur comment on pouvait finalement arriver à développer Bénarès sans qu'elle craque, sans qu'elle donne lieu à des morts par piétinement, sans que, etc. Donc, j'ai envie de dire, ce qui est passionnant à Bénarès aujourd'hui pour la comprendre, elle reste d'une incroyable beauté et inspiration, cette ville, mais c'est comment tous les agendas viennent se conflictualiser dans ce qui reste une des très grandes villes religieuses de l'Inde. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vrai qu'on le sent aussi quand on est à Bénarès. Ouais, c'est un point de vue intéressant. J'en profite aussi pour poser une question qui n'était pas vraiment dans le développement encore, mais c'était peut-être que ça va ensemble. Quelle est la prise en compte de la société civile, de l'environnement, de l'écologie? Est-ce qu'il y a des micro-interventions en Inde, peut-être à Bénarès, à Pune, à Delhi? Pas des micros, hein. Il y a des très Ah, grands personnages de défense de l'environnement. Enfin, il y a des très fortes voix. En France, qu'on entend jusqu'en France, pardon. Enfin, il y a vraiment des grandes personnalités. La société civile est souvent très mobilisée. Alors, à Bombay, il y a aussi, et je reviens sur la ville que je connais un petit peu plus, il y a souvent un très fort attachement à ce que Bombay représente. Bombay, on l'a dit peut-être, mais très rapidement, ça reste un lieu où l'écologie avait beaucoup de sens. C'est un lieu où il y a une diversité au départ sur ces îlots rattachés qui est tout à fait particulière et très spécifique, hein. Les mangroves de Bombay sont connus. Le rôle de ces palétuviers pour permettre à ces reclaimed land, donc ces terres prises sur la mer, d'être stabilisées, il est important. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu monumental aujourd'hui autour eh bien, de la destruction par bétonisation, j'ai envie de dire, de tous ces territoires. Ou bien alors ça, je crois que c'est Emmanuel qui pourrait vraiment développer ça très bien. C'est-à-dire que il y a d'un côté toute une partie de la société civile qui se mobilise pour maintenir ce qu'on peut encore maintenir dans ces villes, et puis de l'autre côté, les appétits féroces des promoteurs immobiliers, mais aussi quelquefois des politiques, hein. Il faut voir ce qui est devenu, mais en quelques années, la côte de Bombay, avec des statuts inimaginables, des routes voilà, qui traversent la mer. Enfin, et en même temps, là, on a voilà, des projets faramineux qui sont aussi des projets vitrines, hein, il faut voir ça, qui détruisent très vite l'environnement, mais on voit aussi une population qui se mobilise très fortement. Donc là, là, on a une photo terrible justement très de belle cette. photo. Un des spectateurs justement nous voulait revenir dessus, hein, sur cette autoroute côtière qui détruit l'environnement, la côte de Bombay et qui permet peut-être aux plus riches de se déplacer plus facilement. En Inde, peut-être pour Emmanuel, qui voit ces jeunes étudiants, euh, est-ce que, bon, je répète la question, hein, est-ce que le vélo électrique pourrait devenir un mode appréciable en Inde, des fois peut-être par vos étudiants ou par d'autres? Kamala aussi, hein, si tu veux répondre. Enfin, bon. Ouais, oui, commence Emmanuel, hein, mais je suis Oui, pour. non, Hein. alors, moi, j'ai le souvenir aussi d'avoir travaillé avec mes étudiants en 2019 à Bhubaneswar, donc une ville du sud, dans Ah, l'Odisha, qui fait partie des 100 Smart City et qui est toujours, enfin, qui est encore soutenue par l'Allemagne, hein, donc cette ville s'est mise en mouvement en créant des pistes cyclables. Bon, d'accord. c'était pas très bien réalisé. Il y avait beaucoup enfin, c'était pas vraiment convaincant et les vélos finalement continuaient à rouler sur la route. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que je pense que pour que le vélo se développe, c'est comme en France et comme partout en Europe, quand le vélo est revenu prendre sa place, on va dire là où la voiture est devenue dominante, il faut effectivement sécuriser les parcours. Et puis effectivement, la question de la pollution de l'air est un vrai souci. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand on a laissé la voiture prendre autant de place en Inde, elle pollue donc ces espaces publics et pédaler devient toxique, hein. Donc on voit souvent, notamment à Delhi, donc les conducteurs de roues ou d'autorickshaw être masqués
Et je Mm. pense que, par contre, j'ai juste envie voilà, d'être quand même optimiste. J'ai vu en novembre à Mumbai des cyclistes, je dirais, qui ressemblent aux cyclistes européens, voilà, pédaler dans la ville. Et apparemment, c'est un phénomène qui s'est mis en place au moment du Covid et du Oui, confinement. Et que cette habitude qui a aussi pris un peu voilà, le pas sur l'automobile à Paris, eh bien, s'est mise en place à Mumbai. Donc, bon, moi, j'ai envie d'être optimiste, mm, euh, mais effectivement, c'est complexe, quoi. Hein, mais ouais. il n'y a pas de Et c'est raison. ça. Ouais. Et c'est intéressant aussi, peut-être, je pense à ce que disait Kamala sur la centaine de villes millionnaires en Inde. Peut-être que c'est des plus petites villes qui peuvent accueillir un réseau cyclable à condition peut-être bien conçue. Kamala, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose sur Oui, le vélo? effectivement, comme disait Emmanuel, il faut sécuriser les parcours. C'est ça le problème. Quand on a des deux roues, on a des voitures, même dans les petites villes, on a des deux roues motorisées. S'il n'y a pas de sécurisation des parcours, et on sait que c'est le pays où il y a le plus d'accidents de piétons, hein, sur Oui, la route. Et ça, c'est quand même un gros problème. Alors le vélo, même en milieu urbain aussi, hein, les ah oui, piétons sont. oui, Ouais, les ouais. piétons, parce qu'il n'y a plus de Enfin, j'ai fait mine trottoirs. d'être très étonné, mais Il n'y a pas de trottoir, sauf dans certaines métropoles, mais à Chennai aussi, ça se développe beaucoup, le vélo, hein, aussi, il y a des ouais, projets. C'est la société civile, hein, la société civile a un rôle extrêmement important en Inde, hein. Je l'ai vu à Hyderabad avec la rénovation des tanks. Il faut savoir, par exemple, dans la récupération aussi des déchets, l'Inde est quand même une championne, hein, depuis des décennies, hein. Donc, on a vu à Hyderabad, c'est le cas, parce qu'on est en train de travailler sur une comparaison Bordeaux-Hyderabad, et on se rend compte qu'en fait, les Indiens produisent beaucoup moins de déchets par habitant, par exemple, que nous en France, hein. Il y a pas photo, hein. Pareil pour l'eau, la gestion de l'eau, comment on a des tanks dans le sud qui datent d'avant la colonisation. Et il y a une volonté de restaurer justement ces tanks, hein. Donc, il y a de très donc beaux c'est les, projets. on parle des réservoirs urbains. Oui, des Ouais, réservoirs d'eau urbains, voilà, qui peuvent effectivement alimenter certaines villes en eau potable et pas ce voulait faire l'AFD à Pondichéry, comme aller pomper dans les zones agricoles pour alimenter la ville de mm, Pondichéry en eau potable. Là, c'était vraiment, heureusement, on s'est battu pour que ça ne se fasse pas, mais l'AFD pour ouais, s'en stand-by, je ne sais pas où ce que ça va devenir. Voilà, donc il y a quand même grâce à la société civile. ouais. Mais c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. J'ai l'impression qu'en Inde, peut-être que je parle trop, je pense comme un urbaniste, mais que les pouvoirs publics sont très peu présents dans la fabrique de la ville, qu'on a à la fois le privé, donc les promoteurs, mais aussi la société civile qui intervient énormément. C'est vraiment la sécurité de la ville indienne. Est-ce que, euh, est-ce que c'est justement ces prises d'intérêt qui sont peut-être des fois antinomiques ne conduisent pas la ville à être de plus en plus anarchique? Je suis une question comme ça, mal préparée. Ou est-ce que finalement, c'est cette société civile ou ces privés qui permettent à la ville de se tenir encore, de se tenir debout? Si on prenait en compte justement les volontés de la société civile, hein, au départ, les smart cities, au départ, on demandait l'avis des populations, hein. Pour le cas de Pondichéry, ce qu'ils voulaient, effectivement, il fallait, avec Internet, quand même, l'Inde, c'est presque 1 milliard de gens qui utilisent Internet aujourd'hui, donc ce n'était pas un problème, à part les pauvres, bien sûr, les plus marginalisés, mais je veux dire, il y avait quand même une volonté de la société civile de faire évoluer les choses, hein. Donc, enfin, je pense qu'il y a un travail encore énorme de la part. Mais il faut aussi faire en sorte de, de sécuriser tout cela, de pouvoir. On va pas prendre du. Comme me disait quelqu'un, mais tu as vu, il fait tellement chaud en Inde. À partir de mars, par exemple, pour le sud, jusqu'à septembre, il fait une chaleur à 40 ressentis. Les gens, ils veulent pas prendre le vélo. Il y a ça Ouais. aussi. C'est aussi le problème. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Mais voilà, c'est souvent. Donc, on préfère. Peut-être que le J'espère que vélo. ça répond à la question d'un de nos spectateurs, du coup, sur Ouais. le vélo aussi, Alors sur toutes peut-être ces le vélo solutions. électrique pourrait être une solution, sauf que l'électricité, il faut en avoir aussi, hein. Quand on sait toutes les coupures de courant qu'il y a, hein, aujourd'hui, hein, même Ouais, s'il y a des systèmes qui permettent de réalimenter automatiquement dans toutes les maisons, on a ça aujourd'hui, hein, pour pouvoir se réalimenter en électricité quand il y a des coupures de courant, hein. À ce niveau-là, l'Inde a fait beaucoup de progrès, hein, il y a beaucoup d'innovations. Mais il faut de l'électricité, c'est 1,4 ouais, milliard d'habitants quand même, hein. Donc, ouais, c'est compliqué quand on sait comment on fabrique de l'électricité. Certes, il y a des centrales nucléaires en Inde, mais il y a eu quand même beaucoup de mouvements contre ces centrales, hein, des EPR, etc., hein. Donc,
Voilà, donc c'est pas évident en fait. Ouais. Bon, j'ai repassé d'autres questions. Je suis désolé pour Monsieur André. Euh, on nous demande s'il y a tout d'abord des ouvrages sur les villages de pêcheurs colliers, sur la Kolyvada de Bombay, s'ils sont traduits en français, si vous avez des recommandations de lecture, et aussi si l'ouvrage de Marie-Caroline sur Dharavi est traduit en français. Est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'on peut le lire? Ou peut-être des extraits en ligne? Alors, Village Colli, il y a maintenant des études, mais il y a un livre, une monographie qui a été écrite en anglais dans les années oh là là, 60, que je vais aller vous chercher pour vous redonner le nom, qui est un ouvrage d'anthropologie indienne qui est passionnant, foisonnant, mais donc c'est un autre Bombay. Je vais vous le donner le titre, le nom de l'auteur tout de suite sur lequel j'avais travaillé évidemment quand je travaillais sur cette première monographie d'Aravi. Alors, en 2002, Intouchable Bombay est en fait une première monographie en français sur Dharavi sortie au CNRS. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, Dharavi en anglais reprend 10 ans plus tard la suite avec les redéveloppements urbains et la pression urbaine, notamment sur Bombay, et politique d'ailleurs. Et puis donc 2023, ce roman, cette fois-ci, c'est un roman anthropologique, bien en français, je vous assure, voilà. On Qui mettra les lui, cette références sur le fois-ci, site. voilà, est un peu plus facile à lire. C'est l'idée avec, enfin, il y a vraiment un plot. Et est-ce que, alors, sans peut des pièges, mais est-ce que vous auriez peut-être un film à conseiller Hmm. sur Dharavi ou peut-être sur les villages de pêcheurs, Marie-Colline et Emmanuel? Alors écoutez, il y a eu 1000 films sur Dharavi, des Ah oui, films hollywoodiens, des films sur ah oui, il y a énormément de films. Puis il y a il y a certains films qu'on connaît tous, hein. On a tous vu Slumdog Millionnaire, qui commence à un moment, Dharavi est très bien filmé, là où il y a l'attaque initiale, c'est dans un des tanks. Donc Kamala parlait des tanks, donc un des réservoirs d'eau de Dharavi, on le voit très bien où il est situé. Donc, il y a plusieurs prises qui sont dans Dharavi, même si pas toutes, mais une grande partie. Et le début est passionnant sur la grève, voilà, c'est très amusant. Il y a le film qui précédait, qui était Salam Bombay, de ce petit ouais. garçon aussi. Alors, ça, c'est plutôt à Kamatipura, au centre de Bombay, mais on revoit à nouveau des images du bidonville. Moi, si j'avais un film à recommander aujourd'hui, eh bien, ça serait pas sur Bombay. Bah, très Euh, bien. On a non. beaucoup parlé de Bombay. Euh, Changeons. donc, ça serait sur Ahmedabad. Et c'est le film magnifique qu'a fait Éléonore Boissino. Alors, Éléonore Boissino, c'est celle qui a pris la photo de couverture de mon livre, en l'occurrence, qui est une jeune réalisatrice qui vient de sortir un film sur les sœurs. Vous avez vu passer ce film, je pense. Je vais vous retrouver le nom, là aussi, dans une Bon, seconde. voilà. Ouais, de toute façon, Et on va pouvoir les publier on va aussi pouvoir le sur le donner. site. Ouais. Ouais, Et donc, ce film porte sur l'immense trauma qu'a vécu Ahmedabad avec la violence contre les musulmans, en suivant une famille musulmane et deux jeunes sœurs. Et c'est un film sur la ville traumatisée qui est absolument exceptionnel. ouais. Et Emmanuel? Oui, alors moi je pense à un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Umrika, qui raconte en fait la volonté d'un jeune Indien qui vit dans un village de rejoindre New York et qui finalement va s'arrêter à Mumbai. Il y a une D'accord. forme de C'est confusion c'est un entre... film Voilà. récent ou... Pas très récent, Ouais. je n'ai pas en tête mais bon, il a déjà quelques années, mais il est vraiment intéressant parce qu'il joue sur bah voilà, cette relation entre New York et Mumbai. Ah ben, n'hésitez pas après la conférence à nous envoyer des liens, comme ça on publiera tout ça. Ok. J'ai une question qui sera sûrement destinée à Emmanuel, qui est très intéressante aussi, qui m'intéresse pas mal. Que pensez-vous des tentatives d'intégrer et d'adapter le patrimoine architectural, comme celui de M. Jain, dans l'exposition Studio Mumbai à la Fondation Cartier? Adapter le patrimoine architectural, adapter la ville, pour plein de raisons, alors qui peuvent être sociologiques, mais peut-être aussi climatiques. Oui, alors moi, effectivement, alors Studio Mumbai, c'est une agence d'architecture qui est située au cœur de Mumbai.
avec une approche qui valorise, je dirais, le rapport aux matériaux et aux matériaux traditionnels, matériaux voilà, qui effectivement tendent à laisser la place au tout béton, au tout verre, au tout métal. Je dirais que l'approche de Bijo Jain donc, est une approche extrêmement sensible, voire artistique, qui valorise le travail des artisans. Et je pense que cette direction nous parle beaucoup aujourd'hui, notamment aussi en France, en Europe. Je me souviens d'avoir vu une exposition à Arc en Rêve il y a quelques années qui mettait vraiment en avant toute cette qualité architecturale. Je dirais que malheureusement, c'est peut-être aujourd'hui bah, une production à la marge qui n'est pas dominante, hein, évidemment, face à l'efficacité du béton qui est propulsé maintenant avec des pompes à 200 mètres d'altitude sans trop de difficulté, avec des coffrages 3D qui rendent, je dirais, le dispositif du tout béton extrêmement efficace. Enfin, nous, on l'a visité, quoi. On est assez impressionné par les technologies qui sont apportées d'Europe hein, ou des États-Unis. Bah voilà, j'ai envie de dire, c'est un contre-pied, évidemment. On aimerait effectivement le voir plus souvent, notamment dans l'architecture contemporaine, mais c'est un vrai combat et je pense que mes collègues architectes ont du mal de faire passer ce message aussi, quoi. Mhm. On est ravis au moins que ça existe, qu'il y ait ces modèles-là. Et on peut penser Euh, aussi à Auroville en Inde, hein. Auroville, quand même, il y a des modèles architecturaux fantastiques, hein. C'est vraiment assez unique, hein. Donc, il y a une innovation, il y a une réflexion par rapport justement au changement climatique. On n'a pas forcément besoin de clim, etc. Donc, voilà. Donc, il y a des innovations aussi à ce niveau-là, hein. ouais. Mais ça me fait penser aussi peut-être à l'architecture vernaculaire indienne, Oui, enfin indienne, qui est plurielle, mais l'architecture tamoule aussi. On se sent bien dans une maison tamoule qui n'est pas oui, il fait pas branchée chaud. à ouais, pas Avec branchée à la le climatisation. tinet, Ouais, avec le tinet, on parle pendant des heures. Voilà, ouais. c'est J'aimerais vrai citer qui était peut-être adapté au climat. le nom d'une architecte à Bangalore qui s'appelle Chitra Viswanath. Depuis, depuis sa pratique avec la construction en terre. Et voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois et c'est vraiment assez impressionnant de voir ce qu'elle fait. Et D'accord. effectivement, voilà, je pense qu'il y a des architectes qui travaillent beaucoup avec ces matériaux-là et qui ne lâchent pas, mais on sent bien que quantitativement, bah, ça pèse pas lourd face voilà, à l'efficacité du béton. Ouais. J'ai une question très différente, peut-être pour Marie-Caroline ou Kamala. Est-ce que la grande proximité obligée de familles de castes de très différents niveaux hiérarchiques réduit la force traditionnelle de cette hiérarchie? En fait, où sont les castes en Inde, peut-être, et en ville? Marie-Caroline, pour commencer? Alors, ce qui est passionnant avec cette structure sociale qui est bien ancrée, hein, et puis on peut décider qu'on abolit, comme le fait la Constitution, les pratiques d'intouchabilité, on n'abolit pas une structure sociale. Donc, moi, je suis toujours amusée quand je vois les médias qui font l'erreur magistrale, qui disent que la caste n'existe plus en Inde. Non, c'est une structure sociale, mais ce qui est passionnant avec elle, c'est qu'elle est plastique, elle est très multiforme, elle s'est beaucoup redéfinie, on va dire, cette caste, au sens de jati, peut-être, qui se définit par des formes d'endogamie, qui se définit aussi par une position dans la hiérarchie religieuse hindoue, hein, et qui se définit aussi, enfin, qui pour certains avaient des traditions de métiers héréditaires, mais ça, on les retrouve de moins en moins, sauf peut-être aux extrêmes, hein. Peut-être, moi qui travaille sur les très basses castes, je retrouve ces occupations, entre guillemets, c'est un anglicisme, ces travaux de caste héréditaires, qui sont d'ailleurs souvent des travaux artisans, enfin qu'on passe avec des travaux, des métiers qui se passent de père en fils. Mais donc, pour vous dire, la caste est aussi devenue, par exemple, un lieu de politisation, hein, où chaque caste a son intérêt, où sur la grande échelle, par exemple, de la politique des quotas, puisque, comme vous savez, l'Inde a mis en place une politique de discrimination positive basée sur la caste, d'abord, l'appartenance de caste. Il y a très, très peu aujourd'hui d'ouverture vers la question musulmane, vers la question du niveau de revenu. La question de la réservation positive, c'est basé sur la caste. Et donc,
Et donc aujourd'hui, c'est plutôt intéressant d'appartenir à certaines basses castes. Ça ne l'était pas avant l'indépendance du tout. Voilà, il y a une politisation de la caste à l'évidence. Il y a ce qu'on appelle la castéisation, hein, indienne, du coup, avec des formes de rigidité de ces castes. Au jour le jour, il est évident que dans une ville cosmopolite comme Bombay, on va plus regarder qui fait la cuisine. Et que si c'est un intouchable, en général, on ne le sait pas. Encore que, dès que vous revenez à l'université, à la cantine de l'université, posez-vous la question de pourquoi il y a une table où on ne retrouve que des profs de très basse caste. Donc c'est ça qui est fascinant avec les castes, c'est-à-dire qu'elle réapparaît extrêmement fort sur certaines pratiques sociales et de sociabilité. Il est très, en général, on positionne assez vite la caste de quelqu'un, on le sait, hein, dans son nom, dans ses pratiques, etc. Il y a un côté dans la caste qui est tout à fait, qu'il faudrait désamorcer autour du stigmate de la caste, qui est juste que la caste, c'est d'abord le lieu d'appartenance, donc c'est d'abord un lieu de pratique alimentaire, de tradition et de pratique vestimentaire. Chaque caste a ses dieux du foyer, ses dieux du village, ses dieux de, etc. Donc il y a aussi ce côté passionnant, finalement, que c'est une mosaïque sociale, cette histoire de caste, mais la caste se redéfinit tout le temps. Et finalement, ce qui est passionnant aussi en Inde, c'est que ça s'accommode parfaitement de la modernité. C'est-à-dire que vous allez retrouver des formes voilà, de référence aux castes, même en dehors de l'Inde, évidemment, dans les mariages endogames. Allez sur le site shadi.com, c'est tout à fait fascinant. On n'ose plus trop parler des castes, donc on va commencer à parler des langues, on va commencer à parler d'autres choses. Mais on retrouvera toujours le groupe endogame. D'accord. Et ça se traduit aussi dans les villes, peut-être Et ça se traduit ouais, évidemment dans les villes, là. Si vous voulez louer un quartier. appartement à Bombay, la question de la caste va s'immiscer là-dedans. Si vous voulez, si vous allez dans tel ou tel resto, bon, avec quelqu'un qui fait un peu attention à ça, ça peut se poser. Enfin, on vous dira, là, la cuisine est quand même excellente parce que, etc. Même si bien moins présente que dans les villages, où la caste dans les villages, en revanche, devient là, cette fois-ci, peut-être un fardeau terrifiant, c'est-à-dire peut-être voilà, une limite qui empêche, qui interdit des formes de pratique, hein. La violence contre les Dalits dans les villages est extrême. Ne se retrouvent pas, ou pas aussi violemment, les violences de caste, par exemple, dans une grande ville, parce qu'il y a quand même un mélange, un brassage gigantesque. Mais bon, au niveau privé, par exemple, en petites interactions, la caste réapparaît très fort. Ah ouais. Non, c'est terrible d'écouter ça. Est-ce que C'est pas Kamala, terrible, ouais. c'est pas terrible, Ah, je sais pas. c'est la sociologie indienne. Ouais. C'est Oui, pas du tout terrible. C'est très structuré. Les oui, mais interrelations sont structurées comme elles sont structurées chez nous, mais sur des Ouais. critères différents. sur des critères Non, mais différents. c'est ça un rappel aussi voilà, de nos différences sociales. Peut-être Kamala, pour finir aussi, est-ce que Dans les Chéri? dans les villages, c'est encore très prégnant, de moins en moins dans les villes. C'est pour ça que moi, je dis que l'urbanisation, c'est quand même un vecteur de modernisation Hum, Ouais. sociale aussi. Tant bien pour sûr. les femmes que pour les castes. Effectivement, les castes, on s'est mélangé, on ne sait pas qui son voisin, il est de basse caste ou hors caste, etc. Alors que dans les villages, c'est encore très présent, hein. Très Moi, j'ai fort. beaucoup de temps travaillé dans les villages. On a le hameau qui est encore à pair, qu'on appelle le Cheri dans les villages tamouls, par exemple. Et là, les intouchables vivent toujours dans ce hameau-là, hein. Donc, il y a toujours cette... Moi, ça m'a toujours frappé. Même boire dans un verre qu'un intouchable a touché, dans le village, ça se fait pas, c'est pas possible, hein. Donc, et puis, par contre, en ville, comme disait marie et puis dans ces gated communities, c'est facile, hein. Ne mangeons pas de viande dans Ouais, cet c'est immeuble. fier. Donc, d'emblée, on sait que seuls les outcasts peuvent y vivre. Pour Voilà. conclure sur ce webinaire qui se termine maintenant, j'aimerais garder vos mots, enfin, garder tes mots de Kamala, la ville comme vecteur d'émancipation. Oui, tout Restons à fait. positifs. J'y crois, oui. Ouais. Et Pour toutes les j'espère femmes. qu'on vous a transmis aussi notre passion de la ville indienne, sous toutes ses facettes, toutes ses coutures. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire ou ne pas dire, mais il fallait faire des choix. Écoutez, bonne soirée à tous. On va continuer à parler de la ville indienne sur le site des forums France Inde. J'imagine vous envoyer des références. Il y aura de futures conférences à venir. Au revoir.